Me croyant issu d'une famille ordinaire, mon mari a ramené sa maîtresse chez nous en se vantant que son père possède la moitié de la ville. Ce qu'il ignore, c'est que mon père est un PDG milliardaire. J'ai envoyé un SOS. 5 minutes plus tard. Mon mari a franchi notre porte d'entrée avec une autre femme à son bras, l'a assise à ma table à manger, et m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'elle m'apprécie. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai regardé l'horloge accrochée au-dessus de la cuisinière. 18h14. C'était un jeudi début septembre, et je venais de finir de préparer une soupe de poulet aux nouilles. Rien de sophistiqué, juste le genre de dîner que les gens mariés depuis 14 ans préparent en semaine. Les fenêtres étaient ouvertes. Une douce brise de Normandie flottait dans la cuisine. Je mettais les bols quand j'ai entendu le camion de Jean-Luc s'arrêter dans l'allée. Au début, rien ne semblait inhabituel. Puis j'ai entendu des rires, un rire de femme. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et me suis dirigé vers le couloir d'entrée. La porte s'est ouverte. Jean-Luc est entré et juste derrière lui se tenait une grande femme blonde vêtue d'une robe couleur crème, portant un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que je m'étais trompé de maison. Jean-Luc a souri décontracté. « Salut, Sophie. » Comme si rien n'était étrange. Comme s'il n'avait pas ramené une autre femme chez nous. La femme a jeté un coup d'œil autour de l'entrée. « Oh, cet endroit est mignon. » Mignon. Nous avions passé 12 ans à payer cette maison. J'ai regardé Jean-Luc. « Qui est-ce » La femme a répondu avant qu'il ne puisse le faire. « Je suis Béatrice. » Puis elle a tendu la main comme si nous nous rencontrions à l'église, comme si elle n'était pas à 1 mètre de ma porte d'entrée, à côté de mon mari. Je n'ai pas pris sa main. Jean-Luc a soupiré dramatiquement. « Pouvons-nous nous asseoir » Je n'avais toujours pas bougé. Que se passe-t-il ? Son expression s'est durcie. C'est à ce moment-là que j'ai su. Non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ce qu'il n'a pas dit. Aucune excuse, aucune culpabilité, rien. Juste de l'agacement. Nous nous sommes retrouvés tous les trois dans la cuisine. Ou plutôt, Béatrice s'est assise à ma chaise, à ma table. Tandis que je restais debout, Jean-Luc s'est appuyé contre le comptoir. « Sophie, je vois Béatrice depuis plusieurs mois. » Les mots sont tombés calmement. Pas d'explosion, pas de musique dramatique, juste une phrase. Une phrase ordinaire qui a brisé 14 ans de mariage. Je l'ai regardé fixement. Plusieurs mois. J'ai pensé à toutes les soirées où il avait travaillé tard, à tous les voyages d'affaires, à tous les week-ends où il prétendait rencontrer des investisseurs. Les mensonges s'assemblaient soudain comme les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais voulu résoudre. Béatrice a croisé une jambe sur l'autre. Elle avait l'air complètement à l'aise, comme si elle avait répété cela. Jean-Luc a continué. Je pense qu'il est préférable que nous soyons adultes à ce sujet. Adultes. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai plié et replié le torchon dans mes mains. Parce que si j'arrêtais de bouger, je n'étais pas sûr de ce que je ferais. Tu me quittes, ai-je demandé. Je passe à autre chose. La façon dont il l'a dit donnait l'impression qu'il mettait à jour son forfait téléphonique. Béatrice a souri légèrement. Pas assez pour être évident, juste assez. Puis Jean-Luc a prononcé la phrase qui me fait encore secouer la tête quand j'y pense. Le père de Béatrice possède la moitié de cette ville. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Il a fait un signe de tête vers elle. Alors ne rends pas les choses difficiles. Béatrice avait l'air satisfaite. Jean-Luc a continué. Fais-moi confiance, tu ne veux pas la mettre en colère. Pendant un instant, je me suis demandé si j'avais une sorte d'attaque. L'absurdité de tout cela était écrasante. Mon mari présentait sa maîtresse comme si elle était de la royauté, et je devais en quelque sorte être intimidé. J'ai regardé Béatrice, puis Jean-Luc. Aucun des deux ne semblait embarrassé. Cela faisait plus mal que l'aventure elle-même, le manque total de honte. Je m'attendais à des larmes. Je m'attendais à des cris. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement calme. Peut-être parce que la situation était si ridicule. Peut-être parce qu'une partie de moi avait déjà accepté ce que mon cœur n'avait pas encore compris. J'ai posé le torchon. Excusez-moi.
Jean-Luc a froncé les sourcils. C'est tout? J'ai hoché la tête. C'est tout. Puis je suis monté. Je l'ai entendu marmonner quelque chose derrière moi. Je m'en fichais. La porte de la chambre s'est fermée doucement. Je me suis assise sur le bord du lit. Et finalement, mes mains ont commencé à trembler. La maison me semblait soudain étrangère. Chaque cadre photo, chaque meuble, chaque souvenir de vacances, 14 ans envolés. J'ai regardé la photo de mariage sur ma commode. Jean-Luc et moi avions l'air si jeunes, si sûrs. Le pire n'était pas la trahison. C'était de réaliser que l'homme en bas n'était plus l'homme sur cette photo. Peut-être ne l'avait-il pas été depuis des années. Mon téléphone était posé à côté de moi. Je l'ai pris, l'ai posé, l'ai repris. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai évité d'impliquer mes parents dans mes problèmes, surtout mon père. Non pas parce qu'il ne me soutenait pas, mais parce qu'il était parfois trop soutenant. Quand j'étais plus jeune, papa avait l'habitude de résoudre les problèmes avant même que les gens ne réalisent qu'il y en avait un. En grandissant, ma famille vivait différemment de la plupart des gens, très différemment. Mais mes parents ont travaillé dur pour me garder les pieds sur terre. Au moment où j'ai rencontré Jean-Luc lors d'une collecte de fonds caritative à Paris, j'avais déjà appris quelque chose d'important. Les gens vous traitaient différemment quand ils savaient combien d'argent votre famille avait. Certains devenaient excessivement impressionnés. D'autres devenaient rancuniers. Très peu restaient normaux. Alors je n'ai jamais tout dit à Jean-Luc. Il savait que mes parents étaient à l'aise. Il savait qu'ils vivaient en Ardèche. Il savait que papa travaillait dans les affaires. C'est tout. Il ne posait pas beaucoup de questions. Et avec le temps, le sujet est rarement revenu. Avec le recul, cela aurait peut-être dû m'inquiéter. J'ai ouvert mes messages, trouvé le contact de papa. Pendant près d'une minute, j'ai regardé l'écran. Puis j'ai tapé 2 lettres. SOS. Rien d'autre. Juste ça. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été livré instantanément. J'ai posé le téléphone à côté de moi. Une partie de moi se demandait si j'avais fait une erreur. Peut-être que je devrais gérer cela moi-même. Peut-être que je devrais. Le téléphone a sonné. 5 minutes. Exactement 5 minutes. Papa? J'ai répondu. Salut. Ma voix s'est brisée. Il y a eu un bref silence. Puis sa voix est venue. Calme, stable, la même voix qui m'avait guidé à travers chaque crise depuis l'enfance. Sophie. C'est tout ce qu'il a dit. Et d'une certaine manière, entendre mon nom m'a presque brisé. J'ai avalé difficilement. Papa. Une autre pause. Puis son ton a changé. Pas plus fort. Juste plus aigu. Protecteur. La façon dont il devenait toujours quand quelqu'un blessait un de ses enfants. Sophie, dit-il doucement, dis-moi exactement qui a besoin d'une leçon. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri parce que quelque part en bas, mon mari pensait qu'il avait tout le pouvoir et il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Mon père n'a pas élevé la voix pendant cet appel téléphonique. C'est ce qui m'inquiétait. Les gens qui ne connaissaient pas Richard Leclerc supposaient souvent qu'il était doux parce qu'il parlait doucement. Les employés l'aimaient. Les voisins l'appréciaient. Les serveurs se souvenaient de lui parce qu'il demandait toujours leur nom. Mais je savais quelque chose que la plupart des gens ne savaient pas. Plus papa devenait calme, plus la situation était généralement grave. Après que j'ai tout expliqué, il y a eu un silence sur la ligne. Je me suis assise sur le bord de mon lit, écoutant les faibles bruits en bas. Une porte d'armoire s'est fermée. Béatrice a ri de nouveau. Papa a finalement parlé. Sont-ils toujours chez toi? Oui. Une autre pause. Tu veux que je vienne? L'offre était immédiate. Pas d'hésitation, pas de questions, juste du soutien. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait désespérément qu'il arrive. L'autre partie ne pouvait toujours pas accepter que mon mariage se soit effondré en une seule soirée. Non, ai-je dit doucement. Pas encore. D'accord. Tu n'es pas en colère. Papa a en fait ri. Oh, Sophie. Cette réponse m'a tout dit. Il était furieux.
Le lendemain matin, j'ai à peine dormi. Vers 6h30, je suis descendu, m'attendant à de la gêne. Au lieu de cela, j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine. Parti pour le petit déjeuner. Jean-Luc. Aucune excuse, aucune explication, rien. J'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le quartier se réveiller. Des enfants attendant les bus scolaires. Un homme promenant son Golden Retriever. Un camion de livraison déposant des colis. La vie normale continuait pendant que la mienne avait l'impression d'avoir explosé. Vers 9h, mon amie Caroline a appelé. Caroline et moi nous connaissions depuis près de 20 ans. Elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Je n'avais pas l'intention de lui dire. Puis soudain, je lui ai tout raconté. Chaque détail, l'aventure, la maîtresse, l'humiliation, le commentaire ridicule sur la possession de la moitié de la ville. Quand j'ai eu fini, Caroline est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Sophie, rien de tout cela ne semble être de ta faute. J'ai regardé dans mon café. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai manqué. Tu as manqué un menteur. Simple, direct, réconfortant. Malheureusement, la réalité est devenue plus laide la semaine suivante. Jean-Luc a cessé de faire semblant. Béatrice a commencé à apparaître partout. Restaurants, événements d'affaires, réseaux sociaux. Des amis ont commencé à entendre des rumeurs avant même que je ne dépose ma demande de divorce. Selon la version des faits de Jean-Luc, notre mariage était en difficulté depuis des années. Selon la version de Jean-Luc, j'étais distante, désintéressée, froide. Cela m'a étonné de voir à quelle vitesse quelqu'un pouvait réécrire l'histoire. Un après-midi, j'ai rendu visite à notre avocat. Eh bien, techniquement mon avocat. Papa avait recommandé un cabinet d'avocats à Paris. Je m'attendais à des discussions sur le partage des biens et la paperasse. Au lieu de cela, la réunion a pris une tournure très différente. Maître Antoine Dubois a passé près de 2 heures à examiner des dossiers financiers. Plus il regardait, plus son expression devenait sérieuse. Finalement, il a retiré ses lunettes. « Sophie, je dois vous demander quelque chose. » Mon estomac s'est serré. « D'accord. Avez-vous autorisé ces prêts ?» Il a tourné son ordinateur portable vers moi. J'ai examiné les documents. Plusieurs signatures apparaissaient en bas. Mes signatures? Ou du moins, elles y ressemblaient. Sauf que ce n'était pas le cas. Mon sang s'est glacé. Non. Maître Dubois s'est penché en arrière. Vous êtes certaine? Absolument. Il a ouvert un autre dossier, puis un autre, et un autre. Plus de signatures, plus d'autorisation, plus de transactions financières. Aucune n'était approuvée par moi. À la fin de la réunion, je me sentais physiquement malade. Jean-Luc n'avait pas seulement trompé. Il avait apparemment utilisé des actifs liés à un trust établi par mon grand-père il y a des années. Pas d'énormes sommes, mais assez pour créer de sérieux problèmes. Assez pour potentiellement impliquer de la fraude. Je suis rentré chez moi en silence. La trahison semblait soudain plus grande, plus profonde, plus calculée. Ce soir-là, j'ai appelé papa. Il a écouté attentivement. Quand j'ai eu fini, il a posé une question. Que recommandent vos avocats? Ils veulent un expert comptable judiciaire. Bien. J'ai hésité. Papa? Oui. Depuis combien de temps soupçonnez-vous que Jean-Luc n'était pas celui qu'il prétendait être? Silence, puis un long soupir. Plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je n'ai pas été surprise. Les pères remarquent des choses, surtout les pères qui ont passé des décennies à négocier des affaires de milliards d'euros. Papa a continué. J'espérais me tromper. Moi aussi. Pour la première fois de toute la conversation, sa voix s'est adoucie. Je suis désolé, ma chérie. Cela m'a presque fait pleurer. Non pas parce que j'avais besoin de sympathie, mais parce que je savais qu'il le pensait. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est passé qui m'a fait rire pour la première fois depuis que tout s'était effondré. Un rire authentique, le genre qui vous prend par surprise. Caroline m'a envoyé des captures d'écran des réseaux sociaux.
Jean-Luc et Béatrice avaient assisté à un gala de charité en centre-ville. Jean-Luc posait à côté de propriétaires d'entreprises locales et de promoteurs. Sous une photo, quelqu'un a commenté « Est-il vrai que le père de Béatrice possède la moitié de la ville ?» Une autre personne a répondu « La moitié de la ville ». Une troisième personne a répondu « Il possède 3 concessions automobiles ». J'ai regardé mon téléphone. Puis j'ai ri si fort que j'ai failli renverser mon thé. 3 concessions. C'était l'empire terrifiant dont j'étais censé avoir été averti. Je ne me moquais pas d'un succès honnête. 3 concessions, c'est impressionnant, mais ce n'était pas exactement la dynastie que Jean-Luc avait décrite dans ma cuisine. Apparemment, même certains dirigeants d'entreprises locales trouvaient la prétention amusante. Les captures d'écran continuaient. Plus de commentaires, plus de blagues. Une personne a demandé si la moitié de la ville incluait le parking de l'aéroport. J'ai ri jusqu'à ce que des larmes apparaissent dans mes yeux. C'était merveilleux. Non pas parce que Jean-Luc avait l'air ridicule, mais parce que pendant quelques minutes, je n'avais pas le cœur brisé. J'étais juste amusé. Ce sentiment n'a pas duré. Une semaine plus tard, une autre réunion avec mon avocat a tout changé à nouveau. Maître Dubois a placé plusieurs dossiers sur la table de conférence. Nous avons identifié un autre problème. Mon estomac s'est immédiatement noué. Quoi maintenant? Il a échangé un regard avec l'un de ses associés. Puis il a ouvert un rapport de propriété. L'adresse me semblait familière. Très familière. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. C'était l'un des plus grands projets de développement commercial de Jean-Luc, un projet dont il s'était vanté constamment l'année précédente. Maître Dubois a croisé les mains. Cette propriété a récemment changé de propriétaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'entreprise qui contrôle maintenant la propriété a un levier important. J'ai froncé les sourcils. Quelle entreprise? Maître Dubois a souri légèrement. Puis il a mentionné un nom de société que j'ai immédiatement reconnu. Une des entreprises de papa. J'ai cligné des yeux. Quoi? Maître Dubois a hoché la tête. L'acquisition a eu lieu il y a des mois. Je suis resté sans voix. Jean-Luc n'en avait aucune idée. Pendant près d'1 an, il avait élaboré des plans sur des terres désormais contrôlées par l'une des sociétés liées à l'empire commercial de mon père. L'ironie était presque incroyable. Ce soir-là, je suis allé en Ardèche et j'ai rencontré papa chez lui, la même maison que Jean-Luc croyait appartenir à un homme d'affaires à la retraite. Papa et moi nous sommes assis sur la véranda arrière, surplombant le lac. Le soleil se couchait. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai rompu le silence. Tu as acheté son projet? Papa a ri. Non. Alors que s'est-il passé? Nous avons acquis la société mère. J'ai ri malgré moi. Bien sûr qu'il l'avait fait. C'est ainsi que fonctionnaient les sociétés valant des milliards. Non pas par des prises de contrôle dramatiques, mais par des transactions discrètes que la plupart des gens ne remarquaient jamais. Papa a siroté son café. Jean-Luc pense qu'il opère sur une très grande scène. J'ai regardé à travers l'eau. La brise du soir soufflait à travers les arbres. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais autre chose que de la douleur. Je ressentais de la perspective. Papa m'a regardé. Non pas en tant que président, non pas en tant que milliardaire, juste en tant que mon père. Puis il a dit quelque chose dont je me souviendrai très longtemps. Ton mari pense qu'il joue aux échecs. J'ai souri faiblement. Papa a rendu le sourire. Il ne se rend pas compte qui tient l'échiquier. Et à ce moment-là, aucun de nous ne savait que la plus grande surprise nous attendait encore. 3 semaines après que Jean-Luc ait ramené Béatrice chez moi, j'ai reçu une invitation qui m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Elle est arrivée dans une épaisse enveloppe couleur crème, papier cher, lettres dorées, le genre d'invitation que les gens commandent quand ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont dépensé de l'argent. J'étais assise à ma table de cuisine quand je l'ai ouverte. Caroline était en visite. Elle a regardé mon expression changer. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu la carte. Elle l'a lue, puis a cligné des yeux, puis l'a relue. Oh mon Dieu! En haut se trouvaient les mots « Célébrer l'avenir de Jean-Luc Dubois et Béatrice Leroy ». Une célébration de fiançailles.
Mon divorce n'était même pas finalisé. J'ai ri une fois, un rire court et stupéfait. Caroline avait l'air horrifiée. Il fait vraiment ça? Apparemment, oui. L'événement était prévu pour le samedi soir dans l'un des country clubs les plus exclusifs près de Paris. La liste des invités comprenait des propriétaires d'entreprises locales, des investisseurs, des politiciens et des dizaines de personnes que Jean-Luc voulait désespérément impressionner. Caroline a secoué la tête. Quel culot! La vérité est que je n'étais même pas en colère au début. J'étais épuisé. Les semaines précédentes m'avaient drainé émotionnellement. Certains matins, je me réveillais en oubliant ce qui s'était passé. Puis la réalité revenait, comme si je plongeais dans de l'eau froide. Je ne dormais pas bien. La nourriture avait un goût fade. Ma concentration avait disparu. J'entrais dans des pièces et j'oubliais pourquoi j'étais là. Pendant 14 ans, j'avais construit ma vie autour d'un mariage. Maintenant, j'essayais d'imaginer un avenir sans cela. À 42 ans, cela semblait plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les gens parlent de recommencer comme si c'était excitant. Parfois, ça l'est. Parfois, c'est terrifiant, surtout quand on ne l'a pas choisi. Quelques jours après l'arrivée de l'invitation, je me suis arrêté à une épicerie près de Versailles. Rien de spécial, juste un mardi normal. Je comparais des sauces pour pâtes quand j'ai remarqué 2 femmes d'un comité de bienfaisance locale qui chuchotaient à proximité. L'une a jeté un coup d'œil vers moi, puis a rapidement détourné le regard. Je connaissais ce regard. La plupart des adultes le connaissent. Le regard des rumeurs, le regard des commérages. J'ai poussé mon chariot dans une autre allée. Pendant un instant, j'ai pensé à tout laisser derrière moi et à rentrer chez moi. Au lieu de cela, j'ai terminé mes courses parce que la vie continue, même quand votre cœur préférerait se cacher. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse arrière avec un verre de thé glacé. Le soleil se couchait. Le quartier était calme. Mon téléphone a sonné. « Papa, comment vas-tu » J'ai souri. Il demandait cela tous les quelques jours. Je vais bien. Ce n'était pas très convaincant. J'ai ri. Non, ça ne l'était pas. Il a laissé le silence s'installer confortablement entre nous. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Nos enquêteurs ont trouvé des informations supplémentaires. Je me suis redressé. Quel genre d'informations ? À propos de Béatrice. Cela a attiré mon attention. Pendant plusieurs secondes, j'ai écouté attentivement, puis papa a partagé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions anticipé. Apparemment, Béatrice n'avait pas été aussi dévouée à Jean-Luc qu'elle le prétendait. Selon les informations recueillies par les avocats et les enquêteurs, elle était entrée dans la relation en croyant que Jean-Luc était beaucoup plus riche qu'il ne l'était en réalité. Jean-Luc avait beaucoup exagéré. Des propriétés qu'il ne possédait pas, des investissements qu'il ne contrôlait pas, des entreprises qui n'étaient pas aussi prospères qu'il l'avait prétendu. J'ai regardé à travers mon jardin. Tu plaisantes. J'aimerais que ce soit le cas. Un rire m'a échappé. Non pas parce que la situation était drôle, mais parce qu'elle était absurde. Jean-Luc avait quitté sa femme pour une femme qui croyait une version fictive de lui. L'ironie était presque belle. Est-ce qu'elle sait ? Pas encore. Après que nous ayons raccroché, je suis resté assise là longtemps à réfléchir. Une question revenait sans cesse. Combien de mon mariage avait été réel ? Je détestais cette question parce qu'il n'y avait pas de réponse. Les gens ne sont pas entièrement bons ou entièrement mauvais. Jean-Luc n'était pas un monstre quand nous nous sommes rencontrés. Il avait été drôle, ambitieux, gentil avec ma mère, patient avec mon jeune frère. L'homme que j'ai épousé avait existé. Du moins, je croyais qu'il avait existé. Quelque part en chemin, la cupidité et l'ego avaient pris le dessus. Cette prise de conscience faisait plus mal que la colère ne le ferait jamais. La semaine suivante a été un tourbillon de réunions. Avocats, comptables, documents, preuves. J'ai appris plus sur les enquêtes financières que je n'aurais jamais voulu savoir. Tous les quelques jours, une nouvelle découverte faisait surface. Des prêts supplémentaires, des fausses déclarations, des omissions. Rien de suffisamment dramatique pour la télévision, mais assez grave dans la vraie vie. Pendant ce temps, Jean-Luc continuait à préparer sa célébration de fiançailles.
Des mises à jour sur les réseaux sociaux apparaissaient constamment. Photos, annonces, visages souriants, restaurants chers, week-end, déclarations publiques de bonheur. Plus il essayait de paraître prospère, plus cela semblait désespéré. Un après-midi, j'ai rencontré papa et plusieurs avocats dans une salle de conférence à Lyon. Des piles de documents couvraient la table. Pendant des heures, nous avons examiné les preuves. Quand la réunion a pris fin, tout le monde est parti sauf papa et moi. La pièce est finalement devenue silencieuse. J'ai regardé les dossiers, les rapports, les signatures, la preuve. Puis j'ai posé la question qui me tracassait. Et si c'est trop? Papa m'a étudié. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tout exposé le ruine? Pour la première fois de la journée, personne n'a parlé. J'ai regardé la table. La question semblait ridicule après tout ce que Jean-Luc avait fait. Pourtant, c'était réel. Une partie de moi se souvenait encore des anniversaires, des voyages en voiture, des matins de Noël, les années avant que tout ne tourne mal. Papa s'est penché en arrière dans sa chaise. Puis il a dit quelque chose de simple, quelque chose qui a changé ma façon de voir tout par la suite. La vengeance n'est pas le but. J'ai levé les yeux. La vérité est que c'était tout. Pas de discours dramatique, pas de sermon, juste une phrase. Et soudain, j'ai compris. Le but n'était pas la destruction. Le but était la responsabilité. Les choix de Jean-Luc ont créé les conséquences, pas moi. Un étrange sentiment de paix s'est installé en moi. La prochaine grande surprise est arrivée 2 jours avant la célébration de fiançailles. J'étais à la maison en train d'organiser des papiers quand Caroline a appelé. Elle avait l'air excitée. Tu ne vas pas croire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'avoir des nouvelles de quelqu'un du comité de planification. Je me suis assise. D'accord. Caroline a pratiquement ri au téléphone. Ton père a envoyé une réponse. J'ai cligné des yeux. Quoi? Non seulement une réponse. Elle a marqué une pause dramatique. Il a l'intention d'y assister. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Papa n'avait jamais mentionné cela. Pas une seule fois. Pas même un indice. Je l'ai appelé immédiatement. Il a répondu à la 2e sonnerie. Papa? Bonjour, ma chérie. Tu vas à la fête de fiançailles de Jean-Luc? Un bref silence. Puis j'ai entendu de l'amusement dans sa voix. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai été invité. Je me suis frotté le front. Tu sais exactement ce que je veux dire. Il a ri. Peut-être pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air espiègle. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Intéressant. Le président d'une société valant des milliards décrivait un déraillement de train imminent comme intéressant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Jean-Luc sait qui tu es? Non. Et Béatrice? Non. J'ai ri plus fort. Papa s'est joint à moi. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a pu s'arrêter. Finalement, j'ai repris mon souffle. C'est incroyable. Peut-être. Puis son ton s'est adouci. Tu n'es pas obligé d'y assister si tu ne veux pas. J'ai regardé autour de ma maison silencieuse. La maison où mon mariage avait pris fin. La maison où j'avais pleuré, où je m'étais remise en question, où j'avais commencé à me reconstruire. Non, ai-je dit. Je pense que si. Après que nous ayons raccroché, je suis resté seul en silence. Samedi arrivait. La célébration des fiançailles arrivait et quelque part, Jean-Luc Dubois se préparait pour la plus grande nuit de sa nouvelle vie. Il croyait que tout le monde applaudirait son avenir. Il croyait que son image soigneusement construite était sécurisée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une invitation avait déjà atterri entre les mains de la seule personne capable de tout exposer, et en moins de 48 heures, la pièce qu'il s'attendait à impressionner deviendrait la pièce où tous les mensonges le rattraperaient enfin. Le samedi est arrivé, froid et gris, le genre de soirée d'automne de Normandie où le ciel ressemble à de l'acier. J'ai passé la majeure partie de la journée à me demander si je devais y aller. Non pas parce que j'avais peur de Jean-Luc, mais parce que je n'étais pas sûr de vouloir revivre l'humiliation. Plusieurs fois, j'ai envisagé de rester à la maison, de commander à emporter, de regarder de vieux films,
de faire comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais au fond, je savais que je devais être là. Non pour la vengeance, mais pour tourner la page. Vers 17 heures, Caroline est arrivée chez moi. Elle est entrée, portant 2 housses à vêtements. « Tu ne vas absolument pas te défiler. » J'ai ri. Étais-je si évidente? Complètement. Au cours de l'heure suivante, elle m'a aidé à me préparer. Rien de flashy. Rien conçu pour rivaliser avec Béatrice. Une simple robe bleu marine, des boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait données il y a des années. Des talons confortables. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis regardé dans le miroir et je me suis reconnu. Pas la femme que Jean-Luc avait abandonnée. Pas la femme dont les gens chuchotaient. Juste moi. Cela m'a semblé étonnamment puissant. Le country club était situé juste à l'extérieur de Paris. Belle propriété, entrée en pierre, jardin bien entretenu, grande salle de bal donnant sur un terrain de golf. Alors que Caroline et moi nous garions, des véhicules de luxe remplissaient presque chaque place, des Mercedes, des BMW, des Cadillac, quelques Bentley. Clairement, Jean-Luc avait réussi à attirer le public qu'il voulait. À l'intérieur, des serveurs portaient des plateaux de champagne. Une douce musique de piano jouait. Les gens se mêlaient sous des lustres en cristal. Partout où je regardais, il y avait des visages familiers. Des propriétaires d'entreprises, des leaders communautaires, d'anciens amis. Quelques personnes m'ont immédiatement remarqué. Les conversations se sont arrêtées, les têtes se sont tournées. L'énergie de la pièce a changé. Être l'ex-femme à la fête de fiançailles de son mari n'est pas vraiment une expérience confortable. Caroline m'a serré le bras. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. « Demande-moi dans 1 heure. » Près du centre de la salle de bal se tenaient Jean-Luc et Béatrice. Jean-Luc portait un costume cher. Béatrice portait une robe argentée scintillante. Tous deux semblaient enchantés d'eux-mêmes. À l'arrivée des invités, ils saluaient tout le monde comme des célébrités marchant sur un tapis rouge. Pendant un instant, j'ai simplement regardé et quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai pas ressenti de jalousie. Je n'ai pas ressenti de colère. Je me sentais surtout fatigué. Fatigué des mensonges. Fatigué de la performance. Fatigué de faire comme si les apparences comptaient plus que le caractère. Finalement, Jean-Luc m'a repéré. Son sourire a vacillé brièvement. Puis il s'est ressaisi. Il s'est approché avec confiance. Eh bien. J'ai attendu. Il a jeté un coup d'œil à Caroline. Puis à moi. Je suis surpris que tu sois venu. Je suis surprise que tu m'aies invité. Quelques invités à proximité ont fait semblant de ne pas écouter. Jean-Luc a souri d'un air contraint. J'ai pensé que c'était la chose mature à faire. Caroline a failli s'étouffer, essayant de ne pas rire. Avant que je ne puisse répondre, Béatrice est apparue à ses côtés. Elle m'a regardé de haut en bas. Pas ouvertement impolie. Juste assez. Bonjour, Sophie. Béatrice. Un silence gênant a suivi. Finalement, Jean-Luc s'est éclairci la gorge. Nous sommes très heureux. J'ai hoché la tête. C'est ce qui compte. L'expression de son visage suggérait que ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il voulait une réaction, une scène, une preuve qu'il avait gagné. Au lieu de cela, j'ai pris un verre d'eau pétillante et je suis parti. Pendant l'heure suivante, j'ai parlé à de vieux amis. Certains se sont excusés d'avoir cru aux rumeurs. D'autres ont admis qu'ils avaient soupçonné que quelque chose n'allait pas. Plusieurs personnes ont discrètement partagé leurs inquiétudes concernant le comportement récent de Jean-Luc. Apparemment, je n'étais pas la seule à remarquer des fissures dans son histoire. Puis, peu après 19h30, tout a changé. L'entrée de la salle de bal s'est ouverte. Au début, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Un autre invité arrivant en retard. Rien d'inhabituel. Puis, les chuchotements ont commencé. Une voix, puis une autre, puis plusieurs autres. Les têtes se sont tournées vers l'entrée. J'ai suivi leur regard et j'ai immédiatement compris pourquoi. Mon père était arrivé, pas seul. Derrière lui se trouvaient plusieurs cadres supérieurs de sa société,
des personnes régulièrement présentées dans les magazines économiques, des personnes reconnaissables dans toute la France. L'effet a été immédiat. La conversation s'est arrêtée. La pièce a semblé se figer. Jean-Luc avait l'air confus. Béatrice avait l'air confuse. La plupart des invités semblaient stupéfaits. Papa est entré calmement. Pas d'entrée dramatique. Pas de grande annonce. Juste une confiance tranquille, celle qui vient de décennies de succès. J'ai vu Jean-Luc jeter un coup d'œil aux investisseurs à proximité, puis aux propriétaires d'entreprises locales. Beaucoup d'entre eux semblaient soudain nerveux ou impressionnés, ou les deux. Papa a traversé la salle de bal, devant les buffets, devant le bar, devant Jean-Luc, devant Béatrice, directement vers moi. J'ai senti ma gorge se serrer. Pendant un bref instant, je n'avais pas 42 ans. J'en avais 12 à nouveau. La petite fille dont le père se montrait toujours quand elle en avait besoin. Papa a souri, puis m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, le genre que seuls les parents peuvent donner. La pièce est devenue complètement silencieuse. Puis papa m'a embrassé le front et a dit 4 mots simples. Tu m'as manqué, ma chérie. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. De véritables halètements. Je me suis légèrement tourné. Le visage de Jean-Luc était devenu complètement pâle. Béatrice avait l'air d'avoir oublié comment cligner des yeux. La prise de conscience se répandait dans la pièce à une vitesse fulgurante. Les gens faisaient le lien. Richard Leclerc. Sophie Leclerc, la fille de Richard Leclerc. Mon père s'est finalement tourné vers Jean-Luc. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis papa a tendu la main. Professionnel, poli, presque amical. Jean-Luc. Jean-Luc a regardé. Sa bouche s'est ouverte. Puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Aucun mot n'est sorti. La scène aurait été drôle si elle n'avait pas été si surréaliste. Finalement, il a réussi. Monsieur Leclerc. Papa a hoché la tête. Bonsoir. Jean-Luc avait l'air d'un homme découvrant la gravité pour la première fois. Tout ce qu'il avait cru de moi s'effondrait. Tout ce qu'il avait supposé. Tout ce qu'il avait écarté, disparut autour de nous. Les chuchotements se sont multipliés. Les invités ont sorti leur téléphone. Les gens ont échangé des regards. Personne ne voulait manquer ce qui allait se passer ensuite. Papa est resté calme. Événement intéressant. Jean-Luc a avalé difficilement. Monsieur, Il ne savait pas par où commencer. Moi non plus. Puis papa a prononcé la phrase qui a changé toute la soirée. Mes avocats m'ont demandé de vous informer que certains documents ont été soumis plus tôt cette semaine. Jean-Luc s'est figé. La couleur a encore plus déserté son visage. Plusieurs investisseurs à proximité ont immédiatement échangé des regards inquiets. Papa a continué, toujours calme, toujours poli. Dossier financier, documents de prêt, écart de signature. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Je ne pensais pas que c'était possible. Apparemment, ça l'était. Un investisseur s'est éloigné de Jean-Luc, puis un autre, comme des dominos qui tombent. Personne ne voulait se tenir trop près d'un problème potentiel. Béatrice a regardé de l'un à l'autre. La confusion s'est rapidement transformée en panique. Quel document ? Personne n'a répondu. Papa n'était pas intéressé à humilier qui que ce soit. Il a simplement énoncé des faits. Cela a rendu la chose bien plus dévastatrice. Un promoteur local s'est approché de l'un des partenaires commerciaux de Jean-Luc. Leur conversation a duré moins de 30 secondes. Le partenaire est immédiatement parti. Sans dire au revoir, d'autres départs ont suivi, un banquier, un investisseur, un consultant. Les gens ont commencé à prendre discrètement leur distance. Non pas parce que papa leur a ordonné, mais parce que l'information change les décisions. Puis est venu le moment que personne n'attendait. Y compris moi. Béatrice s'est tournée directement vers Jean-Luc. Attends. Sa voix a traversé le silence. Qu'en est-il des propriétés ? Jean-Luc a cligné des yeux. Quoi ? Les développements que tu possèdes ? Personne n'a bougé. Personne n'a parlé.
Toute la salle de bal a semblé se pencher plus près. Béatrice a continué. Les propriétés commerciales. Jean-Luc avait l'air piégé. Elle a regardé fixement. Tu les possèdes, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était presque douloureux. Finalement, Jean-Luc a dit la pire chose possible. C'est compliqué. Plusieurs personnes ont ri. Ont réellement ri. Pas fort, mais assez. L'expression de Béatrice a changé instantanément. Tout s'est éclairci. Les exagérations, les demi-vérités, les promesses, l'image, tout cela. Oh mon Dieu! Elle a reculé, puis un autre pas, puis un autre. Je ne peux pas croire ça. Jean-Luc a tendu la main vers elle. Béatrice. Elle s'est éloignée. Non. La pièce a regardé, hypnotisée. Absolument pas. Et juste comme ça, elle est partie. A traversé la salle de bal, est sortie, partie avant le dessert. Caroline s'est penchée vers moi. Je n'avais pas ça sur ma carte de bingo. Pour la première fois de la soirée, j'ai ri. Un rire authentique. Pas cruel, juste honnête. Parce que la réalité était devenue plus étrange que la fiction. Au cours des 30 minutes suivantes, les invités ont continué à partir discrètement, poliment, mais régulièrement, la célébration s'est dissoute autour de Jean-Luc. Pas de cris, pas de confrontation dramatique, pas de discours de vengeance, juste la vérité et les conséquences qui s'en sont naturellement suivies. À 21h, la salle de bal était presque vide. La fête de fiançailles était terminée. Les fiançailles elles-mêmes semblaient également terminées. Et debout seul près du centre de la pièce se tenait l'homme qui croyait autrefois contrôler l'histoire. Puis il m'a regardé. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas d'arrogance, pas de performance, pas de public, juste du regret. Il a pris une lente inspiration et a posé la question qu'il redoutait probablement toute la soirée. Sophie? J'ai attendu. Pouvons-nous parler? La salle de bal était presque vide quand Jean-Luc m'a demandé si nous pouvions parler. Quelques membres du personnel débarrassaient les tables. Les verres de champagne s'entrechoquaient dans les poubelles en plastique. Le pianiste avait déjà rangé et était parti. À l'extérieur des baies vitrées, le terrain de golf était sous un ciel sombre de Normandie. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé. C'était l'homme que j'avais épousé. L'homme avec qui j'avais passé 14 ans à construire une vie. Et d'une certaine manière, il avait l'air plus vieux que quelques mois auparavant. Non pas physiquement, juste usé, comme quelqu'un qui avait fui les conséquences et qui avait finalement épuisé toutes les possibilités. Caroline m'a touché l'épaule. J'attendrai dehors. J'ai hoché la tête. Papa m'a lancé un regard qui voulait dire la même chose. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait ma décision, pas la sienne, pas celle de quelqu'un d'autre. La mienne. Quelques minutes plus tard, Jean-Luc et moi étions assis l'un en face de l'autre à une petite table près de l'arrière de la salle de bal. La pièce était étrangement silencieuse, presque paisible. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Jean-Luc a soupiré. Je ne sais même pas par où commencer. Je l'ai regardé. C'est probablement une partie du problème. Un sourire triste a traversé son visage. Je le mérite. Peut-être que oui. Mais l'entendre ne m'a pas donné de satisfaction, juste de la tristesse. Parce qu'il était une fois, c'était une conversation entre deux personnes qui s'aimaient. Maintenant, on aurait dit deux étrangers discutant des débris. Jean-Luc s'est frotté le front. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. J'ai failli rire. Qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer? Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Aucune réponse n'est venue parce qu'il n'y en avait pas. Finalement, il a baissé les yeux sur la table. J'ai été cupide. L'honnêteté m'a surprise. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que c'était la première chose honnête que j'avais entendue de lui depuis des mois. Je n'arrêtais pas de penser que le succès me rendrait heureux. Je suis restée silencieuse. Il a continué, plus j'en avais, plus j'en voulais. Sa voix sonnait fatiguée. J'ai commencé à me comparer à tout le monde. Les promoteurs qui avaient de plus grands projets, les investisseurs avec de plus grands portefeuilles, les cadres avec des jets privés,
des gens qui semblaient toujours plus riches, plus importants, plus prospères. J'avais l'impression de perdre. J'ai étudié son visage. Une partie de moi a finalement compris quelque chose. Cela n'avait jamais vraiment été à propos de moi. Pas entièrement. Jean-Luc avait rivalisé avec des gens qui ne faisaient même pas attention à lui. Il avait construit un tableau de bord imaginaire dans sa tête. Et finalement, il a tout sacrifié pour essayer de gagner un jeu auquel personne d'autre ne jouait. Cette prise de conscience n'excusait rien, mais elle expliquait beaucoup de choses. Et Béatrice, ai-je demandé. Il a ri amèrement, un rire court et sans humour. Honnêtement, je ne sais pas. Pour une raison quelconque, cette réponse semblait vraie. Peut-être qu'il l'avait aimée. Peut-être qu'il avait aimé la version de lui-même qu'il devenait autour d'elle. Peut-être ni l'un ni l'autre. À ce stade, cela importait peu. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Jean-Luc a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Pas dramatiques, pas théâtraux, juste fatigués. Je suis désolé, Sophie. J'ai attendu. Il a avalé difficilement. Pour tout. Les mensonges, la tromperie, l'humiliation, le désordre financier, les commérages, tout. Je croyais qu'il le pensait. C'était la partie étrange. Des mois plus tôt, j'aurais tout donné pour entendre ces mots. Maintenant, il semblait tardif, pas insignifiant, juste tardif. Parce que les excuses ne peuvent pas reconstruire la confiance une fois qu'elle est partie. Elles peuvent reconnaître les dommages. Elles ne peuvent pas les effacer. J'ai croisé les mains. Tu sais ce qui fait le plus mal? Jean-Luc a hoché la tête lentement. Quoi? Le fait que je serais resté. Ses yeux se sont écarquillés. Si tu étais venu me voir avant tout ça. J'ai regardé autour de la pièce presque vide. Si tu avais été honnête, si tu m'avais dit que tu étais malheureux. Si tu m'avais dit que tu avais des difficultés. J'ai marqué une pause. Nous aurions pu essayer. La douleur qui a traversé son visage a été immédiate car il savait que je disais la vérité. Nous aurions pu essayer. Pas de succès garanti. Pas de salut garanti. Mais nous aurions pu essayer. Au lieu de cela, il avait choisi la tromperie. Et une fois que la confiance disparaît, il ne reste plus grand-chose sur quoi bâtir. Quelques instants plus tard, il a posé une question que j'attendais toute la soirée. Quand allais-tu me dire? J'ai souri légèrement. À propos de mon père? Il a hoché la tête. Oui. J'y ai réfléchi. La réponse m'a même surprise. Je ne le cachais pas. Jean-Luc a froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Le fait que mon père soit riche n'a jamais été la partie importante. J'ai regardé vers les fenêtres, vers le terrain de golf sombre au-delà. Je voulais que quelqu'un m'aime sans tout ça, sans les titres, sans l'argent, sans les suppositions. Pendant des années, j'ai cru avoir trouvé ça. Peut-être que oui, du moins au début. Jean-Luc a regardé la table. Puis il a ri doucement, un rire triste. J'ai passé des années à essayer de devenir riche. Sa voix s'est légèrement brisée. Et j'étais marié à quelqu'un qui ne se souciait jamais de l'argent. Aucun de nous n'a rien dit après cela car il n'y avait plus rien à dire. Finalement, nous nous sommes levés. La conversation était terminée. Le mariage était terminé depuis un moment. Nous reconnaissions simplement la réalité. Jean-Luc a tendu la main, puis a semblé embarrassé par le geste. J'ai surpris nous deux en l'acceptant. Une dernière poignée de main. Un dernier au revoir. Rien de plus. Alors que je m'éloignais, il a appelé mon nom. Je me suis retourné. Au revoir, Sophie. J'ai hoché la tête. Au revoir, Jean-Luc. Et ce fut la dernière conversation significative que nous ayons jamais eue. Le divorce a progressé au cours des mois suivants. Le processus juridique n'a pas été agréable, mais il a été juste. Des enquêtes ont continué concernant plusieurs questions financières. Certaines relations d'affaires ont disparu. D'autres ont survécu. La vie a continué, comme la vie le fait toujours. Béatrice a disparu du tableau presque immédiatement. Apparemment, elle a découvert très rapidement que la réalité n'était pas aussi glamour que l'histoire qu'on lui avait vendue.
Caroline a plaisanté en disant qu'elle était partie plus vite qu'un article en solde le Black Friday. Cela me faisait rire à chaque fois. Quant à moi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis redevenue heureuse. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, lentement, comme la vraie guérison se produit. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme d'alphabétisation. J'ai passé plus de temps avec mes parents, j'ai renoué avec de vieux amis, j'ai voyagé, lu des livres, appris à profiter des soirées calmes sans me demander qui pourrait franchir la porte. Finalement, j'ai commencé à consulter sur plusieurs projets caritatifs liés à la fondation de mon père. Non pas parce que j'avais besoin de travailler, mais parce que j'aimais ça. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de maintenir une vie. J'en construisais une. Et cela me semblait différent, plus sain, plus honnête. En y repensant maintenant, les gens me demandent souvent si je regrette d'avoir gardé la richesse de ma famille secrète. La réponse est non. Pas du tout. L'argent ne crée pas le caractère. Il le révèle. Quand les gens croient que vous n'avez rien à offrir sauf vous-même, vous apprenez très rapidement qui vous apprécie pour les bonnes raisons. Cette leçon a été douloureuse, mais elle valait la peine d'être apprise. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la vérité a une étrange façon d'arriver exactement quand elle est nécessaire. Parfois, elle arrive discrètement. Parfois, elle arrive d'un coup. Dans tous les cas, elle finit par se manifester. Et si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a sous-estimé, trahi votre confiance ou pris la gentillesse pour de la faiblesse, j'espère que cette histoire vous rappellera que votre valeur n'a jamais été déterminée par leur opinion.